j'ai été abandonnée à l'âge de 2 ans par ma mère génitrice parce que j'étais un peu euh, venue comme un cheveu sur la soupe en fait dans sa vie. Mais quand je l'ai retrouvée quelques années plus tard, elle m'a expliqué que j'étais née parce que la pilule n'était pas encore sortie. Donc c'est posé, je m'en doutais un petit peu. Et j'étais pas la seule dans ce cas-là. Elle a abandonné pratiquement tous les enfants qu'elle a eus sur son parcours. Elle a juste gardé le dernier. Et voilà, donc ça fait partie des expériences de la vie. Et donc j'ai connu l'orphelinat suite à cet abandon qui a été un petit peu violent parce que j'avais déjà cette notion de séparation, d'abandon très fort en moi, mais quand j'ai retrouvé cette mère génitrice pour avoir des explications, et j'ai eu la chance qu'elle accepte notre rencontre quand même, hein, elle m'a expliqué que le jour où elle avait l'intention de plus jamais venir me chercher chez ma nourrice, je me suis cramponnée à elle comme si je l'avais ressenti, comme si je savais que c'était la dernière fois que je voyais ma mère. Elle disait ça avec un calme olympien, ça m'a beaucoup frappée. J'étais déjà mère à l'époque et je me suis demandé comment on peut rester serein quand on prévoit d'abandonner un enfant et qu'on voit c'est la réaction de cet enfant qui a l'air de sentir ça. Comment on arrive à aller jusqu'au bout? Moi, je le conçois pas. Certains y arrivent, je juge pas, mais moi, j'arrive pas à concevoir. En tout cas, je suis pas construite pour arriver à faire ce genre de choses. Et donc, elle m'a laissée chez cette nourrice, elle n'est plus jamais venue me rechercher, donc forcément, la nourrice a dû appeler les forces de l'ordre pour savoir ce qu'il fallait faire, essayer de retrouver ma mère, mais c'était impossible, elle avait passé la frontière, introuvable, donc on m'a placée à la DAS. J'en ai des souvenirs assez froids qui m'ont laissé une grande peur des hôpitaux parce que ça ressemble beaucoup pour moi les hôpitaux à ce que j'ai connu à l'orphelinat, c'est-à-dire des grands murs blancs, très aseptisés avec du personnel qui a jamais le temps en fait. C'est cette notion-là qui m'est beaucoup restée. On vient vous apporter le nécessaire avec froideur et bon, ils font avec les moyens qu'ils ont, hein. Je ne suis pas en train de, euh, de mal juger les personnes qui s'occupent des orphelinats. Et en plus, ça date d'il y a 40 ans, 40, ouais, 45 ans, tout ça. Maintenant, ça a certainement changé, c'est certainement devenu plus humain. On prend plus en considération les choses. Quand je vois comment la société évolue dans pas mal de domaines, je suis persuadée que oui, on prend mieux en compte les besoins de l'enfant. Et donc, c'était très froid comme relation. On donnait le repas, mais il y avait pas d'affection ou de temps pour le reste, pour s'amuser ou pour échanger. Et voilà, donc de là sont venus des parents candidats à l'adoption pour adopter un enfant et c'est la famille donc Peugeot qui s'est présentée et ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants eux-mêmes, donc ils essayaient même pas puisqu'ils étaient mariés entre cousins, mais vraiment cousins. Mes grands-pères étaient frères. Donc, à cause des problèmes de consanguinité, ils ne pouvaient pas du tout essayer d'avoir un enfant. Et bon, mes parents adoptifs ont toujours eu cette phrase qui avait le don de m'agacer à l'époque, quand j'étais en période d'affrontement avec eux. Quand je leur disais, de toute façon, vous n'êtes pas mes parents, alors ils me répétaient, oui, mais tu nous as choisis. Alors ça me mettait dans une colère noire parce que déjà, j'en avais aucun souvenir. Et en plus, ça me semblait d'une logique et d'une évidence. Quand on est à l'orphelinat, on vous présente n'importe qui, on vous demande si vous les voulez comme parents. Évidemment, vous allez dire oui, peu importe qui ils sont, déjà vous les connaissez pas, et puis des parents, tout le monde en rêve. Donc vous dites oui. Donc c'est un choix pas choisi, moi, c'est ce que je me disais. Mais après, au niveau spiritualité, il est clair que j'ai compris qu'ils étaient quand même très profonds parce qu'effectivement, on choisit ses parents. Mais ça, c'est dans un autre domaine, mais ils n'avaient pas totalement tort. Et donc, ces parents m'ont adoptée, mais j'avais déjà 5 ans et demi. Et j'ai pas. Ma mère cherchait à pouponner, à répondre à un besoin de maternité. Et j'étais trop âgée, j'étais pas un poupon. Et j'avais déjà un caractère assez bien trempé parce que j'étais très turbulente, un vrai garçon manqué. J'en faisais apparemment qu'à ma tête. J'avais pas, j'écoutais pas les adultes. Avec du recul, j'ai jamais écouté en fait les adultes, mais ça se comprend à partir du moment où très tôt l'adulte vous déçoit ou vous surprend ou a des réactions
que vous n'arrivez pas à expliquer, puis qu'on ne vous explique pas, on ne peut pas avoir confiance en l'adulte. Déjà, les 2 petites années que j'ai passées avec ma mère génitrice, quand j'ai retrouvé mon dossier à l'orphelinat, j'ai vu comment j'étais traitée. Il y avait tout un rapport là-dessus. Ben, c'était pas vraiment la mère aimante que tout le monde est en droit d'attendre d'avoir. J'étais plutôt malmenée, violentée. J'avais une mère qui était instable de caractère euh, comme de façon de vivre, hein, puisqu'elle bougeait beaucoup, elle changeait beaucoup d'amant. Donc j'ai pas eu la stabilité dès le départ. Et surtout, j'ai pas eu d'affection non plus de la part de la mère génitrice. Alors du coup, comme je répondais pas aux besoins de maternité de ma mère, et tout de suite l'affrontement, c'était pas harmonieux entre nous, c'était plutôt un affrontement. Et on m'a inculqué, on m'a donné une éducation qui était de l'ordre du militaire, c'est-à-dire on fait comme ça et pas autrement. Euh, C'était pas d'affection parce qu'apparemment c'était un signe de faiblesse que de montrer de l'affection. On m'a très vite toujours dit que la vie c'était un combat, une guerre. Je sais que mes parents avaient beaucoup souffert de la guerre, ma mère adoptive était assez traumatisée aussi par la guerre, mais elle avait toujours ce comportement de il fallait tout garder au cas où. C'est une famille aisée hein, qui manque de rien, mais elle gardait le moindre clou, le moindre épingle au cas où ça pouvait toujours servir, et donc on entassait, on entassait. Et c'était aussi une éducation dans l'endurance. C'est étrange, mais par exemple, l'hiver, on m'enfermait dehors hein, par très très grand froid. Là où j'habitais dans le nord-est, il faisait -25. C'était courant en hiver et on m'enfermait dehors à l'extérieur du matin jusqu'au soir, sans manger, sans goûter, sans rien du tout. Et surtout sans activité. Donc je devais m'occuper toute seule. Donc comme j'avais faim, je mangeais les graines de tournesol des oiseaux qu'on donnait aux oiseaux. Je me disais qu'ils avaient de la chance parce qu'eux, on les nourrissait. Et ben, c'est là que j'ai appris à faire un peu mon petit koh. J'essayais de survivre. Je faisais des armes, des arcs avec des lianes, des bouts de bois. Puis je m'inventais du gibier et puis je passais le temps comme ça. Et pour résumer l'éducation, ben, c'était tout sauf de l'affection, tout sauf ce qui est courant et ce que je voyais autour de moi, en fait, j'y avais pas droit. C'était ça le plus difficile. Si tout le monde avait été au même niveau, au même tarif que moi, bon, j'aurais trouvé ça normal, mais moi, je voyais autre chose à l'extérieur. Et je comprenais pas pourquoi j'y avais pas droit, donc le raccourci, il avait vite été fait. C'est que si j'y avais pas droit, c'est que je méritais pas, tout simplement. Et c'était facile d'en faire la déduction, puisque ma propre mère ne me voulait pas, donc c'est que j'étais pas aimable, c'est que j'étais pas gardable. Ensuite, les parents adoptifs étaient très froids, euh, dirigeaient constamment, hein, voulaient tout le temps imposer, et moi je refusais tout ce qu'on voulait m'imposer parce que je trouvais pas ça cohérent. Et quand c'est pas cohérent, je voyais pas l'intérêt d'obéir. Et donc, ben, en contrepartie, ils avaient un comportement qui me montrait bien que je les satisfaisais pas. Donc, j'étais pas aimable. Si j'apportais pas la satisfaction en face, c'est que j'étais pas quelqu'un de bien. Donc, j'ai emmagasiné ça, ces sentiments de rejet, d'abandon. Euh, et c'est un sentiment qui s'est bien cristallisé au fond de moi et qui a gouverné tout le reste de ma vie ensuite. Enfin, du moins la bonne moitié, une bonne moitié de ma vie. Et alors non seulement eux ne faisaient pas preuve d'affection, mais ils me disaient aussi que de toute ma vie, j'en trouverais jamais, qu'on m'aimerait que pour mes mèches blondes et parce que j'avais un nom, que, que vraiment j'étais méprisée, dénigrée, comme si mon intérieur n'aurait jamais, ne, trouve, ne trouverait jamais d'interlocuteur intéressé par ce que je pouvais proposer d'autre qu'un nom et qu'un physique. Donc je me suis longtemps battue contre ça. Et jusqu'au monde adulte, quand je suis arrivée dans le monde adulte, ben, on m'a montré la même chose. J'ai essayé de travailler comme tout le monde, j'ai essayé de m'intégrer et je n'ai vu que ce que mes parents disaient, c'est-à-dire
qu'on n'était intéressé que par mon nom, par ce que je pouvais apporter grâce à mon nom. Et on convoitisait que mon physique aussi. Effectivement, on voyait que ça, on me jugeait que par ça. Alors ça, oui, les préjugés, avoir un physique et un nom et la vie est facile. Non, il n'y a rien de plus faux. Il faut mettre les chaussures de la personne avant de faire des raccourcis comme ça, parce qu'il n'y a rien de plus faux. Quand on a un nom, justement, il y a des références dans la famille. Donc il faut être au moins à la hauteur d'un tel, ou faire honneur à un tel. Mais mon Dieu, nous, là-dedans, on n'existe plus pour notre unicité, il n'y a rien de plus terrible. Et quand on est adopté, en plus, on se dit, mais pourquoi? Déjà, je suis pas du même sang, pourquoi on me met cette charge-là à devoir faire honneur à quelqu'un qui n'est de ma famille que par adoption, même pas par sang. Donc je ne me voyais pas être redevable de quoi que ce soit, ni avoir de devoir de perdurer un nom, une notoriété. Et je me sentais pas concernée, voilà, voilà. Mon unicité avant tout, en fait. Alors du coup, à l'âge adulte, eh ben, j'étais quelqu'un de, comme on disait à notre époque, nos futurs, à mort la société. J'étais contre les adultes, contre tout ce formatage. Bon, j'étais pas une délinquante, hein, les lois, j'étais pas là pour, euh, pour pas respecter les lois, pas du tout, mais j'étais là pour trouver un sens à ma vie, pour trouver le bonheur et cette chose que j'avais en moi qui était de ne pas apparemment avoir droit à de l'amour, eh bien, je faisais tout en fait pour essayer de le trouver, pour que quelqu'un enfin m'accorde de l'amour. Donc j'étais quelqu'un qui se sacrifiait pour les autres. Puisque moi, j'étais pas aimable, eh bien, je devais me sacrifier pour les autres et leur être agréable. Autant que je serve à quelque chose, en fait. J'avais pas été désirée, euh, j'étais pas intéressante, donc il fallait bien que je serve aux autres pour leur intérêt à eux. Donc j'étais dans une position, oui, de soumise. Et je faisais facilement les cas de volonté de tout le monde, très serviable. Je me suis totalement oubliée. Et je voulais sauver le monde et sauver aussi les autres parce que ce qui me tenait à cœur, et ça je l'ai toujours d'ailleurs, c'était révéler le meilleur en chacun. Je me disais, c'est pas possible, il n'y a pas que moi qui ai ce cœur énorme, cet amour énorme à vouloir donner. Les autres doivent l'avoir aussi. Pourquoi ils ne le montrent pas? Ils en sont peut-être pas conscients. Il faut que je leur montre qu'ils peuvent être des gens bien, des gens meilleurs. Et donc je m'acharnais à essayer de révéler ça chez tout le monde. Mais bon, j'avais pas compris qu'on n'a pas le droit d'essayer de changer les autres. Ils ont le droit d'être comme ils sont. Ça fait partie de leur évolution. Et forcément, ça me mettait à terre à chaque fois. Mais quand je faisais le bien, en retour, j'avais une claque. Comme par exemple, j'étais longtemps, pendant 7 années, en couple avec quelqu'un qui était extrêmement violent. Et donc, j'ai subi la violence conjugale durant toutes ces années. Mais j'étais persuadée qu'au fond de cette personne, il y avait une souffrance, il y avait quelque chose à faire ressortir, qu'il fallait qu'il l'exprime. Et j'étais persuadée de pouvoir le guérir de ça pour qu'il ne soit plus capable que du meilleur. Au lieu de ne faire que le pire à mes yeux, c'est-à-dire frapper, humilier. Et j'avais bien pris conscience qu'il frappait également sa mère et qu'il avait frappé sa mère et qu'il avait frappé une de ses ex-compagnes qui s'était retrouvée à l'hôpital avec des côtes cassées. Mais je me disais, moi, je serai celle qui le sauvera. Vraiment, je voulais être ce sauveur de l'humanité et de chacun. Et donc, plus j'essayais de le sauver, plus les coups étaient encore plus violents, en fait. Je comprenais pas parce que je montrais tout l'exemple inverse et plus je montrais l'inverse, plus ça augmentait chez lui son côté, ce côté que j'essayais d'effacer en fait. Mais c'est normal parce que j'arrêtais pas de mettre le doigt dessus, le poing dessus et il fallait le mettre ailleurs, le regard. Donc, ce que mes parents aussi disaient quand il me rabâchait à longueur de temps que c'était que pour mes mèches blondes et que pour mon nom que
que quelqu'un s'intéresserait à moi. Parallèlement à ça, ma mère adoptive, qui avait un physique un peu ingrat, ne supportait pas que je me fasse siffler dans la rue par les militaires quand je revenais du train. Et donc elle avait pris l'usage de me dire marche derrière moi, tu me fais honte, tu n'es qu'une pute. Et ça, elle me l'a rabâché des années d'internat. Et ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et ce mot pute est resté gravé à l'intérieur. Et ce qui fait qu'à l'âge adulte, quand sur mon parcours, j'ai remarqué que ce qui intéressait les gens, c'était d'abord le physique et forcément les propositions qui allaient autour. Je me suis dit, mais c'est étrange, ça me rappelle ma mère. Est-ce qu'elle avait pas raison? Est-ce que c'est ça qui m'attend? Et donc, comme j'ai eu un parcours où j'ai été amenée à être SDF à un moment donné, et que j'ai fait des mauvaises rencontres, et on m'a proposé de faire cette activité. Et quand on me l'a proposé, ça a été comme si c'était une évidence. C'était ce pourquoi j'étais faite. Parce que d'une part, j'étais là pour les autres, donc autant leur donner ce qu'ils ont besoin. Ça me causait aucun problème. Comment je pourrais dire ça? Ça me causait aucun problème parce que j'avais pas l'impression de devoir me préserver ou de devoir mériter d'être... en fait, voilà, ça c'est drôle, ça vient de me revenir. Il y avait une chanson à l'époque, quand j'étais jeune, c'était Femme publique. Je sais plus qui chantait ça, mais voilà, pour moi j'étais une femme publique. Je n'avais pas droit à une vie privée heureuse. J'étais pour tout le monde. Assistance publique, femme publique, pour moi j'avais fait le lien. Donc la prostitution pour moi c'était une évidence. Oui, j'étais là pour ça. C'était ce pourquoi j'étais faite. Donc ça m'a pas posé trop de problèmes de dire oui. Juste au niveau de ma timidité quand même, parce que je suis assez pudique et oui, et réservée. Pour avoir le courage de le faire, il a fallu que je boive. Donc je suis rapidement tombée dans l'alcoolisme par nécessité, je dirais pas par plaisir. C'est vrai que j'aimais bien, l'alcool me donnait cette désinhibition, voilà, nécessaire, et je me croyais intelligente et belle quand j'avais bu. Alors que j'étais pas habituée à me sentir comme ça, désirable et intelligente. Ça a duré 18 ans. 18 ans. 18 ans, jusqu'à ce que quelqu'un vienne à ma porte et me dise un jour on va se marier, on va avoir un enfant et une maison, et voilà. Voilà, donc j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc l'homme actuel, et effectivement on a eu une maison et un enfant. Mais c'est pas tout de suite avec cette rencontre que j'ai été celle que je suis maintenant. Pendant 10 ans j'ai fait souffrir cet homme aussi avec mes propres douleurs. J'étais quelqu'un de très méfiante, je croyais plus en rien. Déjà j'avais beaucoup de mal à croire en quelqu'un, hein. Parce que tout ce que j'ai raconté avant, hein, avec le monde des adultes, j'avais eu du mal. Mais donc il a subi pendant 10 ans cette suspicion que j'avais en moi à croire que tout le monde mentait, tout le monde me cachait quelque chose. J'ai presque développé une paranoïa parce que j'étais persuadée que on disait tout le temps du mal de moi, que on voulait me faire du mal, donc j'étais tout le temps sur la défensive. Mais en même temps, cette paranoïa, elle s'est accentuée à l'âge adulte, mais je l'avais enfant, puisque je me souviens que j'écoutais tout le temps aux portes, tellement j'avais peur de ce qu'on me réservait encore comme sort, après avoir subi plein de choses qu'on m'avait pas expliquées avant. Mais là, c'était à l'âge adulte encore plus fort, et mon mari en a subi les choses. Il pouvait pas dire quelque chose sans que c'était un interrogatoire qui pouvait durer une semaine, sur une phrase. Donc vous imaginez la patience qu'il a eue pendant 10 ans à supporter, à attendre que je me calme, que je croie en lui, et que je lâche prise en fait. Mais c'était pas possible. Je pensais que grâce à lui, mais c'est pas grâce à quelqu'un qu'on s'en sort.
Et donc, je suis arrivée à un moment de ma vie où je supportais plus d'être en mode survie, parce que c'est une véritable survie quand on traîne des souffrances. Et j'ai voulu en finir encore une fois avec la vie. Je dis encore une fois parce que sur mon parcours, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois. Mais là, je pouvais pas parce que j'ai 3 enfants et je suis pas quelqu'un qui abandonne les autres. Et on me l'a déjà fait ce coup-là, donc moi, je le fais pas. Et j'ai un sens du devoir très fort, donc il fallait que je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de voir la vie. C'est pas possible, ça fait 40 ans que que j'aime pas cette vie. Il y en a qui ont l'air de l'apprécier. Comment font-ils? Ce monde est affreux. Ce monde, il y a plein de violence, il y a plein de guerres, il y a du mensonge. Moi, je peux pas m'y trouver là-dedans. Et je me suis dit, moi, je vais partir. Moi, je vais retrouver le monde des anges où tout est bien, où personne ne ment, où tout le monde s'aime. Et j'étais au fond du trou, hein, vraiment. Et c'est là qu'en télépathie, j'oublierai jamais, ça s'est inscrit le mot spiritualité. Et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Et je suis allée sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche et j'ai regardé, j'ai fait des recherches. Et c'est là que je suis tombée, mais comme si j'avais fait un grand saut par terre. Enfin, en fait, j'ai eu l'impression de toucher terre, en fait. Comme si j'avais jamais vraiment intégré ce monde. Et là, j'ai senti l'ancrage avec des musiques amérindiennes. J'ai senti les racines. J'ai senti les valeurs, les véritables valeurs, l'authenticité de l'être humain qu'il a en lui. Et que pour toutes sortes de raisons, il ne montre pas. Ou il montre le contraire. Mais elles étaient là. Elles étaient bien sur cette terre-là. Donc oui, je pouvais rester sur ce monde. Et c'est là que pendant 8 ans, je me suis plongée dans des livres. Donc des incontournables comme La vie après la mort, des Allen Kardec, les 4 accords Toltec, le pouvoir du moment présent. Et chaque fois que je lisais, je partais dans tout plein de domaines. Et comme je suis très cartésienne, parce que justement, avec l'enfance que j'ai eue, j'ai comme habitude de prendre référence que moi-même. Donc ce qu'on me disait, je le rejetais pas vraiment, mais je prenais pas non plus comme acquis. C'était mes propres déductions à moi, même si elles étaient fausses. Comme par exemple, quand j'étais enceinte du premier, j'étais très surprise parce que j'avais fait comme déduction qu'étant adoptée, j'étais stérile. Si j'avais pas eu d'enfant, je pouvais pas être parent. Si j'avais pas eu de parents, je pouvais pas avoir d'enfant. Et c'était une déduction pour moi d'une logique implacable. Bon, c'est avéré que c'était faux, mais c'est un mode de fonctionnement quand même. Il faut que je fasse mes propres déductions. Et j'avais besoin de prouver de manière très scientifique tout ce que je lisais sur le spirituel. Donc j'axais beaucoup sur des religieux, par exemple, qui ne sont pas du tout formés pour avoir des paroles comme ça. J'allais chez les neurochirurgiens comme, j'ai oublié le nom, qui a fait une expérience de mort imminente et qui l'a décrit bien. Jean-Jacques Charbonnier, évidemment. Et la physique quantique. Et toutes ces notions, j'ai remarqué à la longue que c'était étaient les mêmes fondements qu'en psychothérapie, notamment les 4 accords Toltec qui ont été révélateurs chez moi et salvateurs aussi, parce que, par exemple, ne pas prendre pour soi les paroles de l'autre, mais alors c'est dingue, c'est là est la clé. Quand on comprend enfin que l'autre, ses paroles reflètent ses propres émotions à lui, qu'en aucun cas ses paroles sont ce que nous dégageons, ni ce que nous sommes, ni ce qu'on a fait, mais sont bien quelque chose qui lui appartient, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien du coup. Là, on se sent exister, on se sent libre. On se sent libre parce que même si on vous insulte, ça passe, c'est pas pour vous. C'est pas, non, vous n'êtes pas venu là pour vous faire insulter. Non, c'est cette personne qui a besoin de le dire, ça lui appartient, ça reflète quelque chose à l'intérieur d'elle. Voilà. Toutes les lectures, ça faisait comme des déclics que je ressentais à l'intérieur de moi. Ça faisait comme le célèbre savant Eureka. Ça faisait, mais bien sûr, mais comme une vérité retrouvée en fait. Et la chose la plus énorme, c'est quand je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai fait fausse route, j'ai pas arrêté de m'identifier à mes émotions, j'ai pas arrêté de penser que à chaque fois que j'avais mal, c'est que la personne voulait me faire du mal et que la personne était méchante, que c'était l'extérieur qui était vilain. Mais non,
C'était moi qui avais un souci, qui avait cristallisé quelque chose et qui interprétait les actes, les paroles de l'interlocuteur de façon à ce que ça me fasse du mal. Mais ce n'était souvent en aucun cas l'intention de la personne en face. Et ça fait du bien. C'est une véritable bouffée d'oxygène. On ne peut donner que ce qu'on a, que ce qu'on connaît. Donc, c'est vrai que moi, avec mes enfants, j'ai pas fait la même chose que ce qu'on m'a donné. Mais quand on est conditionné, voilà, quand on est conditionné, on réitère ce qu'on connaît, on transmet, voilà. Même si ça n'a pas plu quand on l'a reçu, on transmet quand même parce que ça a été transmis. L'avantage sur mon parcours, entre guillemets, que j'ai eu, c'est de pas justement être sensible au conditionnement et de tout rejeter en bloc et de le faire d'abord passer par mon filtre à moi. Et c'est pour ça que j'ai fait l'inverse. Mais évidemment, quand on est dans l'émotion, on est souvent dans l'extrême. Et donc j'ai fait l'inverse extrême et c'est pas bon non plus. Il faut le juste milieu, l'équilibre. Et ça, voilà aussi, dans mes lectures, j'ai compris que tout était question d'équilibre. Pas trop de ça, ni trop de ça, pas moins, et je les trouve... c'est drôle, quand je lisais avec ma tête, on aurait dit que ça remplissait mes cellules, qu'elles entendaient, qu'elles comprenaient. Toutes ces petits neurones-là, et elles emmagasinaient, elles se nourrissaient de ça, et elles se réparaient, et je le sentais physiquement. J'avais plus autant de douleurs physiques. Mon alimentation a complètement changé. Moi qui étais très impulsive sur les sucreries, bon, évidemment, on compense. C'est connu hein, dans les psychologues, tout ça, ils le savent, hein, quand on a des pulsions comme ça de nourriture. Et du coup, je me suis allégée, avec la nourriture qui s'est allégée, je me suis sentie allégée de beaucoup de choses aussi. Et les souffrances, j'ai remarqué, en fait, après qu'en en parlant, j'avais plus le même regard dessus et que je ne ressentais plus les mêmes émotions et que je devais faire, quand j'ai écrit mon livre, j'ai dû faire un effort de mémoire pour me rappeler les émotions que j'avais à l'époque. Vous vous rendez compte? Alors que ça faisait 40 ans que je vivais avec. Alors les émotions les plus fortes en moi, c'était cette rage contre cette société qui ne représentait pas le monde que je rêvais. Pourquoi tant de mensonges? Pourquoi tant d'hypocrisie? Pourquoi tant de fausseté? Parce que ça m'avait fait du mal, moi, qu'on m'explique pas que j'allais être abandonnée, qu'on me fasse subir des choses sans m'expliquer avant, qu'on me mente aussi. Les adultes m'ont beaucoup menti parce que quand j'avais fait une fois une tentative de suicide à l'hôpital, un psychologue m'avait dit « vous pouvez me parler secret médical » et puis il a tout raconté à ma mère adoptive qui évidemment s'est acharnée ensuite à me taper dessus. Là pareil, je me suis dit « mais pourquoi tout le monde ment? Pourquoi Et donc, avec ces lectures-là, je me suis dit, mais ce qui ne te convient pas, Aline, détourne-toi-en tout simplement, au lieu de te focaliser dessus. Plus tu focalises sur ce que tu ne veux pas, plus tu le nourris, plus tu le fais exister, plus il te fait mal, plus tu lui permets de lui faire mal. Et là, on va arriver au pardon après. Et du coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai ça, moi je ne permets plus à ce qu'on me fasse du mal, j'en ai marre moi de subir tout ça. Ok, terminé. Et il n'y a pas aussi cette chose-là du bonhomme allumette les exercices du bonhomme allumette de Jacques... voilà, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je suis sûre que ça parle à beaucoup de monde, qui coupe les liens avec les personnes, les liens nocifs de mémoire, même transgénérationnels, même sur les autres plans, pour parler spiritualité. J'ai fait l'exercice là, j'ai fait l'exercice de visualisation aussi, parce que certaines personnes, c'était pas possible pour moi de leur dire en face tout ce que j'avais sur le cœur pour m'en libérer, puis pour ensuite ne plus autoriser à ce que ça me touche. Donc j'ai visualisé ces personnes, je leur ai dit ce que j'avais à dire, et ça m'est égal d'avoir la réponse, parce que la réponse leur appartient. Leur réponse, j'entends pas de réponse, j'avais juste besoin de délivrer ce que j'avais à dire. Dans les dialogues, en général, les choses sont faussées parce que l'interlocuteur attend une réponse de l'autre, mais soit on attend une réponse qui nous conviendrait, et si c'est pas une question qui nous conviendrait, paf, ça recommence, on est un petit peu vexé, un petit peu fâché, un petit peu blessé. Donc,
les meilleurs dialogues, je trouve, c'est que la visualisation, on dit ce qu'on a à dire, on visualise la personne recevoir et repartir avec ce qu'on a dit. Et ça, c'est libérateur, on l'a plus en nous, c'est fait. Ça a été posé sur tous les plans. Alors le pardon, c'est surtout se faire un cadeau à soi-même avant de faire un cadeau à l'autre. Pardonner, c'est justement, comme j'ai dit, s'autoriser à être heureux, s'autoriser à ce qu'une situation ou quelqu'un n'ait plus d'impact sur soi, s'autoriser à s'en libérer et ne pas avoir de ressenti envers la personne. Et ça, c'est facile de ne pas en avoir à partir du moment où on comprend que tout le monde a son propre parcours et qu'on ne peut que réagir par rapport au trajet qu'on a fait. Alors moi, c'était facile de pardonner à mes parents à partir du moment où j'ai compris que mes parents eux-mêmes avaient évolué dans une famille où les marques d'affection étaient absents, où comme c'était famille et affaires en même temps, hein, c'est une entreprise familiale, donc le côté bien matériel passait primé sur le côté affectif, c'est-à-dire que tous mes oncles de chaque côté, hein, autant du côté de mon père que de ma mère, étaient dans les affaires les uns avec les autres, donc ils ne se faisaient pas de cadeaux. Il n'y avait pas l'amitié, l'affection, ni les liens familiaux qui allaient entrer en ligne de compte. Et oui, pour eux, la vie, c'était la prospérité de la société, prospérer la société, et oui, c'était la guerre. Oui, c'était se battre, oui, l'homme est un loup pour l'homme. Alors pour arriver au pardon, il faut déjà que les choses soient dites, et quelquefois la situation ne le permet pas, mais justement le fait de visualiser qu'on est en train de le dire à la personne, ça libère, parce que les mots, quand ils sont à l'intérieur de nous, ils sont lourds, hein. Les mots, c'est vibratoire, et on les porte, et vibratoirement, ça nous plombe, hein. Avoir des choses sur le cœur, c'est des expressions qui ne sont pas anodines. Donc, pour s'alléger déjà le cœur, il faut s'imaginer en train de dire tout ça à cette personne. Tant pis, comme je l'ai expliqué, si la personne n'est pas là pour répondre. Mais vous, il faut bien que vous compreniez que cette personne, elle fait comme elle peut, avec ce qu'elle a vécu, avec ses références, avec ses croyances, avec ses automatismes, avec son conditionnement, avec plein de choses qui vous semblent à vous inconcevables, mais qui sont légitimes, qui sont là. La résilience, faites avec. On peut pas... ça a eu lieu. À quoi ça sert de résister? Faites avec, pardonnez. C'est terminé, c'est bien. Il faut plus permettre que ça continue à vous atteindre. Pardonnez à cette personne. Remerciez-la peut-être de vous avoir fait comprendre que maintenant, si ça devait se représenter, vous ne tomberez plus dans le panneau, vous réagisseriez autrement. Ça vous a fait grandir quelque part. Parce que toute expérience, même aussi terrible qu'elle est, elle est évolution, elle est leçon de vie. Pardonner, ça veut pas dire aimer, hein. Ça veut pas dire approuver, hein, surtout pas. Ça veut pas dire t'avais raison de faire ça. Non, pardonner, c'est stop. Ça a été là, maintenant, je me détourne de tout ça, je ne veux plus que ça ait d'impact. Toi, continue ton parcours avec tes actes, il n'y a que cette personne qui en est redevable, c'est son fardeau en fait, hein. C'est pas vous qui avez à le porter. Et vous, pardonnez, c'est-à-dire ne pas nourrir une rancœur qui continue à vous détruire, tout simplement. Quand on les éduque, il faut faire très attention aux mots qu'on emploie, parce que les mots peuvent autant abattre une personne que l'encenser. Donc il faut faire extrêmement attention aux mots qu'on prononce et de la manière dont on les prononce aussi. C'est-à-dire, on peut guider l'enfant. C'est vrai que l'enfant, lui, n'a pas d'idée. On est là pour le guider, mais en lui expliquant. Il ne faut pas lui dire c'est comme ça et pas autrement. Parce que là, on fait violence dans la liberté de l'autre. L'autre, d'un coup, il se dit mince, mais alors j'ai aucune liberté si c'est comme ça et pas autrement. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'exister comme moi j'aurais envie de faire. Et bien si, justement, expliquez-lui que
vous faites comme ça, que la société en général adhère à ce fonctionnement, mais que lui peut tout à fait agir autrement s'il le désire et s'il le ressent. Bien évidemment, je ne parle pas là des lois, de choses qui sont d'une évidence, comme ne pas tuer, ne pas voler. Mais par exemple, un truc tout bête. Quand on dit, si un enfant vous demande, mais pourquoi bleu, ça s'appelle bleu? Il ne faut pas s'énerver en disant bleu, ça s'appelle bleu, un point c'est tout. Il faut lui dire bleu parce qu'au départ, quelqu'un a choisi que cette couleur s'appellerait bleu, qu'en aucun cas ce mot désigne cette couleur, mais que si lui il veut l'appeler rouge, la couleur bleue ne sera pas dénaturée pour autant, si j'arrive à me faire comprendre simplement. C'est-à-dire que on est tous d'accord pour accepter une certaine démarche, pour être dans une harmonie, pour être dans une compréhension facile en société, mais que si pour lui, il a envie de l'appeler autrement, c'est légitime. Il ne faut surtout pas entraver la liberté d'être et de créer surtout. Voilà, la liberté de créer. Parce que là, sinon, c'est foutu. Quand on dit, oui, si tu fais pas ça, tu n'arriveras jamais à, si tu n'as pas des bonnes notes, tu n'auras jamais un bon métier. Mais non, 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 non. Arrête, il ne faut pas faire de chantage, surtout pas. Et motiver. S'il n'y a pas de bonnes notes, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il aura loupé sa vie. Moi, j'étais un cancre à l'école et je m'éclate dans la vie. Je sais faire plein de choses. Et l'école les bases, d'accord, mais je ne suis pas encore tout à fait d'accord pour dire que le fonctionnement est adapté pour tous. Alors, pour aller mieux, ben, en général, la base du je ne vais pas bien, en général, c'est le manque de reconnaissance, c'est le regard de l'autre, c'est l'extérieur. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on désire, quand on n'aime pas sa réalité, euh, quand il faut construire on est créateur de sa réalité en fait. Et on est créateur à partir du moment où on fait le ménage à l'intérieur de nous, où c'est propre, où on se détache de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, toutes nos souffrances, qu'on laisse, qu'on lâche prise, qu'on laisse aller, ça a eu lieu, voilà. Mais qu'à l'instant présent, c'est très important, qu'à l'instant où vous le décidez au moment présent, que tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Ça a fait des cicatrices, c'est clair, on n'en guérit pas. Ça fait des jolies cicatrices qui se referment et qui font vous. Mais ça ne doit pas être une plaie béante qui vous empêche d'avancer. Et quand on arrive à entrer à l'intérieur de soi et à constater toutes nos richesses, qui on est véritablement, toutes les bonnes intentions dont on fait preuve, qui sont dénuées de toute attente, toute attente. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, je passe mon temps à aider les autres, je comprends pas, j'ai que du négatif en retour. Et oui, mais posez-vous et regardez, est-ce que vous aidez vraiment les autres? Ou est-ce que c'est parce que vous avez envie qu'ils s'intéressent à vous, qu'ils aient besoin de vous? Est-ce que c'est pour nourrir un manque à l'intérieur de vous? Parce que ça, forcément, oui, vous allez en être blessé parce que vous n'allez jamais avoir le retour que vous espérez. Ne rien attendre, c'est être garant de ne pas être déçu. Voilà. Donc, apportez-vous d'abord à vous ce que vous aimeriez avoir, tout simplement. Ne l'attendez surtout pas des autres. Personne ne sera en mesure de le faire parce que personne n'aura ce petit bémol qui fera la différence. On ne peut pas apporter la même chose à tous. On est tous des individualités. Et autant une manière de faire correspondra à quelqu'un, une autre à une autre. Donc il n'y a que vous-même qui pouvez savoir comment, de quelle façon ça vous fait du bien. Et il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. À chaque seconde, c'est à vous de décider que maintenant, vous autorisez plus tous ces événements que vous avez subis à continuer à vous faire souffrir. Même la perte d'un enfant, hein, même des choses extrêmement difficiles. Moi-même, vous savez, c'est pas parce que je suis sereine et que je me suis reconstruite que les épreuves, c'est terminé. Dernièrement, ma fille s'est fait violer. C'est pour une maman, c'est extrêmement difficile à encaisser aussi. Hein. Et je n'autorise pas plus que ça cet agresseur d'avoir de l'impact sur notre famille, tout simplement. Il a fait ce qu'il avait à faire à un moment donné sur notre fille. Ça nous a tous pris un bon coup de poing dans le ventre. Ça nous a fait très mal. Mais maintenant,
C'est terminé, ça a eu lieu. On ne peut pas, en s'acharnant, à l'insultant, en essayant de, même en essayant de vouloir le tuer, comme je vois souvent des gens qui réagissent, et disent, oui, peine de mort, tout ça. Mais en quoi ça réparerait? La réparation, elle vient de la résilience, de faire avec. On ne peut pas changer ce qui est, tout simplement. Il faut l'accepter. Ça sert à rien de pleurer, de trépigner, de faire des caprices, en fait. Voilà. Il faut faire avec. Au mieux. Faites au mieux, toujours pour le au mieux. Voilà.